Alors, donc pour conclure, moi je vais vous exposer la prise en charge qu'on est en train de mettre en place à l'IHU pour ces patients qui se présentent de façon assez fréquente pour suspicion de Lyme devant des symptômes chroniques. Et avant de vous exposer ça, je vais juste vous montrer 3 études un peu récentes, rétrospectives, qui nous donnent un peu plus d'informations sur qui sont ces patients. Ces 3 études françaises qui sont sorties en 2018 sur 3 CHU français. Donc la première, c'est le CHU de Nancy, qui a regardé rétrospectivement 468 patients qui ont été adressés à la consultation de maladies infectieuses pour suspicion de Lyme entre 2016 et 2017. Il leur faisait à chaque fois une HDJ multidisciplinaire. Alors rapidement, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, il y avait autant d'hommes que de femmes dans cette cohorte, par rapport à l'impression clinique qu'on peut avoir, c'est peut-être biaisé. Ils ont regardé un peu les catégories socio-professionnelles, une majorité de retraités, plutôt employés intermédiaires, très peu d'ouvriers. Et 78% des patients quand même dans cette région rapportaient un antécédent de piqûre de tique. Alors quels étaient les symptômes présentés par ces patients? On voit que les symptômes majoritaires, c'est ces 3-là, arthralgie, myalgie et asthénie, au milieu d'une myriade de symptômes tels que la perte de poids, le fait d'avoir des cauchemars, l'anxiété, les pensées négatives, les acouphènes, enfin voilà, une myriade vraiment de symptômes. Et quels ont été les diagnostics à la fin chez ces patients? 15% seulement de Lyme confirmé, alors qu'on est dans une région comme à Nancy où on a pas mal de borréliose de Lyme. 49% des cas, un diagnostic différentiel trouvé, donc soit rhumatologique, plutôt un diagnostic de médecine interne, neurologique, psychiatrique ou dermatologique. Je vais vous montrer après les différentes étiologies. Dans 26% des cas quand même, pas de Lyme et pas de diagnostic différentiel retrouvé chez ces patients. Et puis bon, un certain nombre de perdus de vue ou de gens qui viennent avec une sérologie positive sans aucun symptôme clinique. Alors les différents diagnostics différentiels, ils étaient exposés là. Vous voyez qu'on a justement pas mal de ce qu'on appelait soit la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, un peu de syndrome dépressif, pas mal de pathologies rhumatologiques classiques, de l'arthrose, du canal lombaire étroit ou de l'authentique rhumatisme inflammatoire au milieu d'autres pathologies auto-immunes. Deuxième étude, donc ça c'est la Pitié-Salpêtrière, une étude parue en septembre 2018, patients consultant pour suspicion de Lyme entre 2014 et 2017. 301 patients, là ils ont à peu près 10% de Lyme confirmés. Bon, là aussi, finalement, c'est pas plus des femmes, plutôt des patients parisiens, qui vivent en Île-de-France, avec 54% là de piqûres de tique. Et donc, vous voyez, donc bien à peu près 10% de diagnostics confirmés. Alors, ce qui est frappant dans cette cohorte-là, c'est qu'il y a une majorité après dans les diagnostics différentiels de diagnostics psychiatriques ou psychologiques. Dépression, syndrome de stress post-traumatique, burn-out, situation de harcèlement. Et puis viennent ensuite les diagnostics rhumatologiques, neurologiques, le syndrome d'apnée du sommeil, qui tient aussi quand même une part significative, ce qu'ils appellent affections diverses, donc ça comprend encore une fois fibromyalgie et puis d'autres pathologies, et puis 6% des patients pour lesquels on n'avait rien. Et alors là, ils ont regardé par contre quels étaient les facteurs associés de manière significative au fait de ne pas avoir de Lyme. L'âge, les patients qui n'ont pas de Lyme sont plus jeunes. Le nombre de symptômes est plus important quand on n'a pas Lyme. Les symptômes durent aussi depuis plus longtemps en général quand on n'a pas Lyme. On a moins de signes cliniques objectifs, on va dire, à la consultation quand on n'a pas de maladie de Lyme. Et puis, on est rassuré, la sérologie de Lyme est aussi moins souvent positive quand on n'a pas la maladie de Lyme. Enfin, troisième étude, donc ça c'est le CHU de Besançon, qui fait un commentaire en fait à l'étude que je vous ai montré précédemment, qui rapporte leur expérience à eux, donc une étude rétrospective aussi, 355 patients qui consultent pour suspicion de Lyme, 13% chez eux de Lyme confirmé, 55% de diagnostics différentiels, rhumato, psychologique ou neurologique, et quand même, alors ça se rapproche des résultats de la première étude, 31% de patients qui sortent de la consultation sans diagnostic à la fin. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait à l'IHU? Depuis mai 2017, déjà, on a mis en place ce qu'on appelle le kit piqûre de tique, donc qui est une cohorte en fait sur laquelle on réalise des tests biologiques. Alors, puisque la demande des patients quand ils viennent, c'est est-ce que j'ai oui ou non une maladie de Lyme ou une maladie transmise par les tiques. Donc on leur répond en faisant un certain nombre de tests sérologiques et de biologie moléculaire avec une partie des tests à visée de recherche sur le patient et puis sur la tique quand il s'agit de piqûres de tique récentes et que le patient nous amène la tique. Alors ces kits piqûres de tique, on en a réalisé 178 depuis leur mise en place. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que sur les 100 premiers patients, on a seulement 3 patients confirmés Lyme, dont 2 qui étaient des maladies de Lyme en fait anciennes déjà traitées, qui venaient pour une inquiétude concernant la maladie. Comme on est dans le sud-est, on a aussi une fièvre boutonneuse méditerranéenne, un SENLAT et puis une lymphangitis associée de rickettsiosis au sein de cette cohorte. Le reste des données sont en train d'être analysées pour vraiment déterminer les diagnostics différentiels.
Toujours est-il que du coup, depuis novembre 2018, on s'est posé la question, bien entendu, de la prise en charge. Vous avez vu les différentes interventions et toutes les questions que posent ces patients. Donc la prise en charge de ces patients qui consultent pour suspicion de Lyme. Donc on a mis en place un hôpital de jour avec une prise en charge un peu globale de ces patients, avec à la fois le kit diagnostic. On a mis en place un questionnaire et un bilan standardisé en recherchant les principaux diagnostics différentiels devant ces patients, avec une évaluation notamment de la qualité de vie, puisque c'est quelque chose qui est vraiment très... c'est une des plaintes principales de ces patients, hein, le retentissement sur leur qualité de vie, l'évaluation de la douleur et puis un dépistage systématique justement de la fibromyalgie, les marqueurs de la fibromyalgie. On voudrait mettre en place donc aussi l'évaluation neuropsy et psychiatrique, la question de l'imagerie métabolique, donc bien entendu c'est passionnant comme biomarqueur éventuel de toutes ces pathologies-là, donc c'est quelque chose qu'on veut investiguer. Et puis donc avec Romain Luto, on va un peu regarder le parcours de soins de tous ces patients. Voilà, merci de votre attention. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps. Juste un commentaire Il reste une minute. Pour terminer. Moi, je suis pas... C'est très compliqué sur la prise en charge de Lyme parce que, bien entendu, on sait qu'il y a des effets placebo et des effets nocebo. Et d'ailleurs, une des choses les plus remarquables que j'ai vues d'un de nos collègues pour le convaincre que c'était une maladie de Lyme, c'est de le convaincre, je pense que tu connais le message, il lui dit que ça va commencer par une aggravation de la maladie qui est dérivée d'un phénomène qu'on connaît dans les spirokétoses, qui est le phénomène d'Alzheimer, et qu'ensuite ça va aller beaucoup mieux. Donc il induit un effet nocebo avant d'induire un effet placebo. C'est très très intéressant. Donc à la limite, c'est vrai que moi je suis moins affolé que le reste du monde par la résistance aux antibiotiques et qu'on leur fout des antibiotiques, il m'en faut un peu simplement. Je pense qu'il faut faire très attention. On sait qu'il y a au moins là-dedans 3 antibiotiques qu'il ne faut pas leur donner parce que ça multiplie par 6 à 10 le risque de faire une infection à Clostridium difficile. Oui. Et ça, c'est sérieux, c'est 3000 morts par an en France. Hein. Tout le monde s'en tamponne, ça, mais ça fait 3000 morts par an en France. Et c'est quand on a reçu de la ceftriaxone, qui est un des médicaments recommandés à long cours, une quinolone ou de la clindamycine. Donc ces 3 médicaments sont des tueurs, en particulier chez les hommes de plus de 65 ans. Donc c'est extrêmement important d'être attentif. Ouais, ça m'est égal qu'on donne des médicaments qui ne sont pas qui n'ont pas démontré leur efficacité, mais le plus gros problème que l'on ait actuellement en France de mortalité induite, c'est Clostridium difficile, qui est un vrai problème. Donc ça tue vraiment, et donc il ne faut pas leur donner ces médicaments-là. Si on veut leur donner des antibiotiques, il faut leur donner des antibiotiques qui au moins ne donnent pas Clostridium difficile. C'est ceftriaxone, l'équinolone en général et la clindamycine. Donc, et ça multiplie par 6 à 8 le risque de sédif. Et sédif, on estime qu'en Europe, c'est 30 000 morts. Et aux États-Unis, 30 000 morts, c'est pas des fantaisies, là. C'est des choses très, très sérieuses. Donc, il faut être très attentif à ça. Ça, c'est un vrai danger. Moi, j'ai essayé de faire passer ce message. Je pense qu'il faut le faire passer chez vous. L'écologie du Lyme, c'est le danger de la prescription de ces antibiotiques-là, au moins. Si je leur donnais de la toxicité, ils m'en foutent complètement. Mais ceux-là, ça va les tuer. Il était proposé de faire un traitement d'épreuve cyclique. Le problème, c'est qu'on ne s'arrête pas à ces 3-là. Les patients débarquent avec une ordonnance, 2 antiviraux, 3 antifongiques. Non, mais il y a peut-être aussi la babésio. Voilà. Merci à tous.